Bonjour, ici Ernst, jeudi, et de Regina, voici le Radio Journal de l'Ouest. La famille d'un agriculteur de la Saskatchewan, mort au combat en Ukraine, attend une chance de le ramener à la maison. Joseph Hildebrand, 33 ans, était volontaire en Ukraine lorsqu'il a été tué au cours d'une mission de combat la semaine dernière. Sa famille, qui vit à environ 200 km à l'ouest de Regina, a appris la nouvelle par des soldats survivants de la compagnie de Joseph. Selon un frère de la victime, les soldats ukrainiens gardent son corps parmi d'autres jusqu'à ce qu'il puisse être ramené à la maison. Joseph Hildebrand laisse derrière lui sa famille, son épouse et sa fille de 13 ans. Le directeur général du Collège Mathieu, Francis Kassongo, a reçu le prix Pilier collégial francophone du réseau des cégeps et collèges francophones du Canada. Ce prix lui a été remis mercredi lors du banquet du Congrès national du réseau à Montréal. Il consiste à reconnaître et souligner le travail remarquable d'une organisation ou d'une personne dans le développement de l'éducation postsecondaire collégiale en français à travers le pays. Pour Francis Kassongo, le prix Pilier collégial francophone est aussi l'occasion de reconnaître l'importance du Collège Mathieu. Il en a profité pour remercier la communauté françaiscoise pour son appui depuis qu'il a été nommé directeur général de cet établissement. Au Manitoba, alors que la capitale, comme de nombreuses régions de la province, ont reçu leur première bordée de neige, les personnes vivant dans la rue se retrouvent plus vulnérables que jamais. Certains organismes locaux qui tentent de leur venir en aide tirent la sonnette d'alarme sur les limites de leur financement, mais aussi de leur infrastructure d'accueil. Plus de détails avec Anne-Louise Michel. Les abribus servent de plus en plus de points de chute aux personnes en situation d'itinérance à Winnipeg, alors que les premières neiges confirment que l'hiver s'installe dans la capitale manitobaine. Certains se dirigent vers des refuges ou des organismes comme Saint-Boniface Streetlink. J'ai un homme qui nous a été amené, il est très vulnérable. On ne peut pas le mettre dehors parce qu'il n'a pas d'endroit où aller, alors il occupe un lit dans notre centre de réhabilitation, explique la directrice de l'organisme. Pour 3 personnes à qui elle dit oui, Marion Willis dit non à une dizaine d'autres, pour des services qui sont normalement destinés à des personnes souffrant de dépendance. Pour le début de l'hiver, elle s'était pourtant préparée en libérant une douzaine de chambres d'hôtel qui servent de logement de transition. Toutes ont été prises immédiatement. Un constat amer que partage le directeur de Lighthouse Mission. Nous pouvons tous avoir un impact, même s'il s'agit d'un petit geste, explique Peter McMullen, alors qu'il participait à une collecte de fonds à la mémoire de Leroy Adams, décédé l'an dernier. Cet ancien itinérant avait dédié sa vie à aider ceux dans la même situation. Le directeur de Lighthouse Mission, à qui bénéficie la collecte, en appelle à la générosité des Manitobains. Et à présent, rendons-nous en Colombie-Britannique où la montagne Cypress a ouvert hier certaines de ses pistes aux skieurs. La saison démarre une dizaine de jours plus tôt grâce aux récentes chutes de neige et à l'activation des canons à neige. La station de ski située à Vancouver annonce que les places sont encore limitées et elle incite tous ceux qui aimeraient venir à prendre leurs billets en ligne. Près de Kelowna, la station de ski Big White ouvrira le 17 novembre et celle de Grouse Mountains et de Whistler Blackcomb ouvriront le 20 novembre prochain. L'équipe Okanagan Sons de la Colombie-Britannique a remporté hier la finale de la Coupe Canadian Ball de la Ligue canadienne de football junior. Elle affrontait les joueurs de Thunder de Regina. L'événement sportif a eu lieu à Regina au stade Mosaïque. Le journaliste Fred Harding était sur place. Avec un ressenti de moins 24 au début de la partie, c'est dans un climat glacial que les joueurs du Thunder de Regina et le Okanagan Sun ont croisé le fer dans le stade Mosaïque de Regina. C'est la première fois que l'équipe saskatchewanaise se rend en finale. Depuis 2013, une présence obtenue de haute lutte, affirme le coordonnateur offensif des Thunder de Regina, Paul Dawson. On a travaillé fort depuis plusieurs années. Malgré l'effort, la victoire cette fois est pour le Okanagan Sun. L'équipe britanno-colombienne l'a emporté 21-19, un score très serré pour une équipe parée à jouer dans des conditions difficiles, comme l'explique l'entraîneur-chef des Okanagan Sun. Beaucoup de nos joueurs viennent des prairies et nous avons pratiqué dans des températures de moins 20 au cours de la semaine. Pour les supporters des deux équipes, c'est un esprit fraternel qui prévaut malgré tout. Tous saluent la bravoure des joueurs et sont fiers d'être sur place, comme expriment tour à tour Gabe Loster, Dennis Payne et Maddox Stetchishin. Il y a des bons gars dans chacune des équipes.
Oh, but it's nice to be here. C'est bien d'être ici et de prendre part à toute cette frénésie. It's good to see that everybody's out. C'est bon de voir que tout ce monde est sorti. Avec cette victoire, le Sun enregistre son 3e sacre après avoir été champion en 1988 et en 2000. Ici Fred Harding, Radio-Canada, Regina. Et toujours en sport, sachez bien que les Huskies de l'Université de la Saskatchewan conservent leur titre de la Coupe Hardy. C'est pas un score 23-8 qu'ils ont battu hier les Thunderbirds de l'Université de la Colombie-Britannique au stade Griffiths de Saskatoon. Voilà, c'était vos informations. Vous écoutez ici Radio-Canada Première.